contrairement aux tables rondes et à l'ouverture de tout à l'heure. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous pour cet atelier sur la mixité des métiers et la déconstruction des stéréotypes genrés. Donc, on a déjà bien abordé le sujet tout ce début d'après-midi. Donc, je vais faire juste vous donner peut-être quelques chiffres, très rapidement, mais je vais vraiment laisser la parole aux intervenantes. Puisque nous avons donc la chance d'accueillir notre marraine, vous l'aurez reconnue, Anne Liardet, navigatrice. Nous avons également à nos côtés Hortense Lepape, qui est élue à la ville de Vannes, Sandrine Garot, qui est co-gérante de la société GPI, et Elia Claude, qui travaille donc à Citélab BGE. Je vous laisserai vous présenter après de manière plus approfondie. Voilà, donc juste peut-être commencer par donner quelques chiffres qui peuvent parfois être un peu marquants en termes d'égalité, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. L'égalité avance, mais il y a encore des inégalités. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, pour parler de ce sujet. Comme dirait monsieur le préfet, il n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de ces sujets. Mais on peut constater, je ne sais pas, là j'ai un document que vous pouvez trouver en ligne qui sont les chiffres clés de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le site du ministère en charge de l'égalité. Donc là, par exemple, j'ai au niveau des jeux vidéo, dans les secteurs, j'ai 14% de femmes qui travaillent dans les studios de développement, 11% en management. J'ai toujours mes 15% d'écart de salaire environ entre les hommes et les femmes, secteur privé et public confondus. Si je pars dans le sport, j'ai une différence de 3,3 fois moins de salaire pour les femmes, puisque dans le milieu du basketball, elles gagnent 3 700 € contre 12 100 €. Et alors là, si je pars sur le football, on est à 2 500 € pour une femme et 94 000 € pour un homme. Donc c'est moins 37 fois salaire mensuel moyen des sportives et sportifs professionnels. Voilà, dans le tennis, c'est un peu plus équilibré. On nous dit que les primes sont égales, notamment au tournoi de tennis de Roland-Garros en 2021. Ça c'est quelques chiffres déjà qui peuvent nous mettre sur la piste de ce dont on va parler aujourd'hui. Je crois qu'avec Hortense Lepape, on va pouvoir parler aussi des dynamiques qui sont entreprises dans les villes pour lutter un peu justement sur les stéréotypes et les métiers dits genrés, donc à dominance masculine ou féminine. Je crois que c'est peut-être... ce sera une question à laquelle on pourra peut-être répondre. Je ne sais pas si c'est plus facile de faire venir les femmes vers des métiers masculins ou de faire venir des hommes vers des métiers dits féminins. On sait que par exemple, là, dans la part des femmes créatrices d'entreprises individuelles en 2018, dans la santé et l'action sociale, j'ai 74,5% de femmes. Et en construction, je n'ai que 2,4% de femmes. Voilà, on va pouvoir évoquer ces différents sujets. Peut-être je vais vous laisser la parole, Hortense, pour commencer. Et puis peut-être on passera juste une vidéo. J'ai choisi celle d'Elsa qui travaille dans le numérique, si ça vous convient. Je ne sais pas si vous voulez la passer au début ou... Comme vous voulez. Alors je vais me présenter, puis après on va peut-être la passer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Hortense Lepape, je suis maire adjointe à Vannes et je suis en charge de questions qui n'ont pas grand rapport, mais qui sont l'urbanisme et les bâtiments, les questions énergétiques, mais également la référente pour l'égalité homme-femme. Alors l'égalité homme-femme dans une collectivité territoriale comme une commune, c'est quelque chose en fait qui ne correspond pas véritablement à ce qu'on appelle nos compétences, parce que les villes ont des compétences, les départements en ont d'autres, les régions en ont d'autres.
et les agglos en ont encore d'autres. Mais néanmoins, j'ai considéré, enfin je me permets de dire je, parce que c'est vraiment une thématique que j'ai apportée au maire de Berne en lui disant il faut absolument qu'on s'en empare et qu'on fasse des choses là-dessus. Et donc il a parfaitement compris et tout à fait intégré cette question. Et donc en 2018, on a signé, le maire de Vannes a signé la charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. C'était la première commune du Morbihan à le faire. Et donc on était assez fiers. C'était l'année où on a également baptisé l'esplanade du port, esplanade Simone Veil. Bon, c'était évidemment... C'était assez évident, si je puis dire, après la disparition de Simone Veil, dont on connaît tous le parcours exceptionnel. Et donc, à partir de là, on s'est engagé à travers un plan d'action, parce qu'il ne suffisait pas de signer la charte. On s'est engagé sur un plan d'action qui avait un double volet, à la fois un volet RH, c'est-à-dire ressources humaines, nous en tant qu'employeurs, en tant que ville. Qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir l'égalité au sens large? Alors, c'est beaucoup, enfin, je pourrais détailler un petit peu plus. Et en tant que politique publique, enfin les politiques publiques qu'on met en œuvre, comment elles préservent l'égalité ou au contraire, enfin plutôt qu'elles mettent en avant l'égalité, qu'elles favorisent l'égalité entre les filles et les garçons et entre les hommes et les femmes. Donc on a fait à l'époque des petites vidéos, 4 petites vidéos assez amusantes. Donc Maëlle va nous en passer une. Je m'appelle Elsa, donc je suis technicienne informatique. Je travaille au service environnement utilisateur, c'est-à-dire qu'on s'occupe de mettre à disposition des utilisateurs tout le matériel informatique et téléphonique dont ils ont besoin pour travailler au quotidien. On avait sélectionné 5 candidats, il y avait quand même 2 femmes sur les 5. Et Elsa a été retenue parce qu'elle était la plus qualifiée, celle qui collait le plus au poste qu'on souhaitait. Et donc elle s'est retrouvée dans un service, effectivement sur 9, c'est la seule femme. J'étais pas du tout surprise qu'il y ait que des hommes dans le service, c'est que ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été la seule femme quasiment dans tous les emplois que j'ai occupés en tant que technicienne informatique. Quand j'ai commencé à chercher du travail avec mon diplôme en poche, j'ai postulé dans les sociétés privées, j'ai postulé en intérim, etc. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. Parce que dans le privé, le métier de technicien informatique, c'est quand même très masculin. Et du coup, pour moi, la fonction publique, c'était quand même une des seules possibilités. C'est déjà arrivé quand on pense que je suis l'assistante, quoi, la secrétaire. Je pense que dans beaucoup de métiers aussi... on s'attend à avoir des hommes pour réparer sa voiture. Il n'y a aucune différence au travail entre un homme et une femme. Elsa, elle n'apporte pas un regard différent, elle apporte sa vision, sa sensibilité, ses compétences. Mais femme ou homme, aucune distinction. La notion de sexe n'a rien à voir dans l'affaire du recrutement. Le savoir-être de la personne, sa façon d'être, c'est primordial lors d'un recrutement, et que ce soit une femme ou un homme. On réussit à l'école quand on fait quelque chose qui nous plaît. Et si l'informatique nous plaît, eh bien, on ira à l'école avec plaisir, quoi. Et donc, il y a de fortes chances qu'on réussisse mieux si on fait quelque chose qui nous plaît, si on a envie d'aller à l'école. C'est, a priori, il n'y a pas de qualité d'homme ou de femme. Non, je suis d'accord avec ça. Les qualités ne sont pas genrées. Les qualités ne sont pas genrées, Donc voilà, donc on a fait comme ça 4 petites vidéos. Il y en avait donc il y avait deux hommes et 2 femmes, et il y en avait une autre avec une femme qui travaille au service technique et qui en particulier est envoyée un peu en urgence quand il y a des fuites et des choses comme ça, et elle raconte avec beaucoup d'humour comment quand elle arrive, elle regarde, elle fait un diagnostic et tout, et les gens qui sont sur place en général lui demandent quand va arriver l'ingénieur, enfin vraiment le mec compétent, quoi. Bon, donc donc c'est toujours amusant, et elle dit c'est moi en fait. Enfin, voilà. Et à l'inverse, il y avait un homme qui travaille à la petite enfance. Et le 4e, j'avoue que je ne m'en souviens plus. Mais enfin bon. Donc l'idée, c'était qu'on avait voulu faire cette campagne pour accompagner donc notre plan d'action en interne, pour dire qu'il n'y avait pas effectivement de métiers genrés, de métiers plus spécialement réservés aux femmes qu'aux hommes.
À la ville de Vannes, on a évidemment, quand je dis ville, c'est ville de Vannes et CCAS. Alors au CCAS, effectivement, donc tout ce qui est action sociale, on a encore une grande majorité de femmes. Mais par exemple, au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cadres catégorie A dans la fonction publique, on a une majorité de femmes. Et on a aussi des femmes. Alors moi, qui est en charge de ma délégation, la direction des bâtiments, j'ai une femme qui s'occupe des questions d'énergie, j'ai une femme qui est ingénieure pour les grands projets. Enfin voilà, il y a vraiment des femmes qui ont des métiers qui sont... Voilà, elles ne s'occupent pas juste de la petite enfance et de la culture, quoi. Donc voilà, on essaye. Dans nos recrutements, alors c'est la loi, mais on est très vigilant là-dessus. Évidemment, à chaque fois, on recrute, par exemple, à la direction des bâtiments, hommes-femmes. Bon, ça, c'est la loi qui nous l'oblige. Mais on a aussi modifié nos documents pour que, et c'est apparu de manière assez amusante sur les portes des bureaux. Dorénavant, il y a marqué chef 2FE, de service, ou un truc, ou directrice, etc. Ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et donc, c'est des petits détails, mais ça permet aussi que ça rentre dans les esprits. On a fait également des formations pour les agents et pour les élus, des formations vraiment qui repartaient un petit peu de la base, hein, tout simplement en demandant par exemple aux uns et aux autres que la différence entre l'égalité, la parité, la mixité. Quand on demande ça spontanément, les gens ne savent pas toujours répondre instantanément ce que ça veut dire. Enfin, la différence entre les différentes notions. Donc voilà, on a mis en place ces politiques-là. Je ne vous parlerai pas des politiques publiques parce que c'est un petit peu différent. Il y a quelquefois des politiques publiques qui viennent des politiques RH. Typiquement, ce qu'on essaie de faire pour la petite enfance. Alors la petite enfance, c'est pas... les villes ont en charge les crèches et elles ont en charge les bâtiments des écoles maternelles et élémentaires. Donc en fait, on n'a pas évidemment notre mot à dire sur le contenu des enseignements, etc. Mais par l'intermédiaire des bâtiments, et en particulier par les cours d'école, ça a été évoqué par la vice-présidente de la région tout à l'heure. J'ai d'ailleurs très très bien noté ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit si les cours d'école sont faites de manière ou sont modifiés de manière à les rendre plus inclusives, à les rendre plus ouvertes pour les filles et les garçons, la région subventionnera. Alors comme on est toujours à la recherche de subventions, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit familièrement. Et donc, on saura aller voir la région pour ça. Mais c'est vrai qu'on est, à chaque fois qu'on refait une école, on est très attentif aux sanitaires, par exemple, pour qu'ils soient aussi bien, pour les petites filles que pour les petits garçons, parce qu'on sait que les petites filles n'ont pas forcément envie d'être avec les garçons. Donc, il y a des moments où il faut de la mixité, mais il y a des moments où il faut un peu être chacun chez soi. Et puis les cours d'école pour que on connaît toutes ces thématiques, que ce soit pas uniquement les jeux de ballon un peu, mais là aussi les filles peuvent jouer au ballon même si elles sont payées 50 fois moins que les garçons. Et donc voilà, on essaie à travers toutes nos politiques publiques de lutter contre ces stéréotypes dans les organes de communication de la ville, par exemple le journal de la ville. Et on a un journal qui s'appelle le Van Mag qui est destiné à tous les Vantais, et on a aussi un journal interne pour les agents, et on est très vigilant pour mettre en avant aussi bien des hommes que des femmes, dans l'iconographie, d'avoir des photos qui représentent aussi bien des garçons que des filles, etc. Toutes choses qui sont vraiment importantes pour changer les mentalités un peu au fil de l'eau, mais les choses finissent par rentrer dans les mentalités. Merci beaucoup Hortense Lepape. C'est vrai que c'est très important la représentation qu'on peut avoir aussi dans les médias, et on se rend compte que voilà, il n'y a pas toujours cette vigilance qui est donnée à bien répartir les différents métiers ou les représentations qu'on peut donner au public. Et il y a beaucoup de villes aussi qui œuvrent aujourd'hui, de communes ou de PCI dans ce sens, puisqu'elles doivent rendre également un rapport, pour les plus importantes, un rapport égalité entre les femmes et les hommes chaque année, qui rend compte donc en interne aussi des actions qui sont menées au niveau RH, et puis à l'extérieur aussi pour les habitants et les habitantes. Donc il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Il y a aussi, on n'a pas pu voir le petit film, mais il y a aussi les hommes qui aimeraient intégrer certains métiers du care, où il y a beaucoup de femmes représentées, par exemple dans la petite enfance, où c'est aussi difficile d'accéder à des univers qui peuvent être un peu préservés. Enfin voilà, c'est toute une dynamique, et il y a besoin vraiment de politique pour faire avancer
ces choses. Alors je vais sans transition, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, passer la parole donc à Sandrine Garot, qui nous fait le plaisir de venir intervenir, donc co-gérante d'une société dans l'immobilier, mais vous avez également, si je ne me trompe pas, donc œuvré avant dans le domaine du bâtiment. Donc ça c'est intéressant aussi, puisque j'imagine qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes, ou alors avant il y en avait encore moins, en tout cas dans les métiers du bâtiment. Et puis peut-être nous parler aussi de l'expérience d'un groupe femmes au sein de cette fédération, je crois. Bonjour, donc je suis Sandrine Garot et puis alors effectivement actuellement GPI Garot Promotion Immobilière, mais donc j'ai travaillé, j'ai été gérante d'une entreprise de gros œuvres pendant 27 ans avec mon époux. D'accord. Pas toute seule, donc avec mon époux, je vous l'avais précisé. Donc c'est pas une création que j'ai faite en tant que femme uniquement. On a travaillé à deux, mais par contre, j'ai évolué effectivement dans un milieu masculin, celui du bâtiment. Je l'ai vu aussi changer. Alors il y a 10 ans, on a créé ce gros. Il y a 10 ans, oui, parce qu'on va fêter effectivement les 10 ans du groupe femmes du bâtiment du Morbihan. On a créé ce groupe parce que le besoin s'en est fait ressentir et qu'on s'est retrouvé justement de plus en plus de femmes gérantes de sociétés, entrepreneurs ou conjointes d'entrepreneurs ou sœurs aussi. Il y avait des frères et sœurs qui travaillaient ensemble. Et donc, depuis, le groupe fonctionne très bien. Il y a 50 membres dans ce groupe. Elles se réunissent une fois tous les 2 mois pour échanger, pour partager leurs expériences. Et c'est devenu un outil indispensable au sein de la Fédé. Et c'est vrai que ça fait maintenant 30 ans quand je suis rentrée dans le bâtiment. Les femmes étaient plus rares. Et aussi notamment au niveau des ouvriers, où on voyait beaucoup moins. J'ai vu petit à petit, alors j'avoue que nous, gros œuvres, malheureusement il y a peut-être la limite de la capacité physique sur les chantiers qui fait que nous on n'a jamais employé, en 27 ans de gros œuvres, on n'a jamais employé une femme parce que jamais une femme ne s'est présentée à un poste sur le chantier. Mais par contre, on a pris des stagiaires, ce qui ne se faisait pas avant, notamment des stagiaires d'école d'architecture. En première année, les jeunes étudiants en architecture ont un stage à faire, un stage ouvrier en bâtiment obligatoire. Et je voyais défiler dans mon bureau les pauvres jeunes filles qui se faisaient refuser plusieurs fois le poste de stagiaire parce que forcément pour l'employeur il y avait des contraintes au niveau des vestiaires, au niveau des sanitaires. Alors je dis contraintes entre guillemets, oui c'est le terme puisque ça crée des frais supplémentaires. Et puis aussi, il y avait peut-être un petit peu la crainte que cette jeune fille se retrouve sur le chantier avec nos balaises qui sont un peu brutes de pomme, qui ne font pas dans la dentelle. Donc, mais ça s'est toujours très bien passé. On en a pris de plus en plus. Puis ça s'est su forcément au sein de l'école d'architecture que l'entreprise Garot employait des filles. Et puis voilà à notre niveau ce qu'on avait pu faire. Si on ne les avait pas, en tout cas en tant que salariés permanents, on les avait pendant 1 mois ou 2 pour des stages. Et puis par contre aussi dans les entreprises, je pense des collègues qui avaient des entreprises de peinture où on voyait vraiment se développer des postes pour les femmes. J'en ai vu dans le TP aussi. Et je connais même une femme qui a fait toute sa carrière dans le TP, qui a commencé par conduire des engins et puis qui a gravi les échelons petit à petit et qui n'a jamais quitté le métier parce qu'elle adorait ça, parce que c'était une passion et qui a toujours été très bien vu par ses collègues, qui n'a jamais eu d'appréhension, qui n'a jamais mal vécu le fait de se retrouver dans un milieu aussi masculin. Moi, en ce qui me concerne, pour mon expérience, j'ai jamais eu d'appréhension non plus et ça s'est toujours très bien passé. Alors au départ, c'est sûr que on avait certains ouvriers qui avaient travaillé à l'époque avec mon beau-père et puis dans une autre ambiance peut-être un peu plus machiste, il faut le dire. Et du coup, moi je suis arrivée là, sans rien vouloir bousculer, petit à petit, les relations avec tout le personnel masculin ont changé
se sont installés et c'est eux qui petit à petit sont plus venus vers moi, étaient demandeurs. Les premières années, ils n'auraient jamais osé prendre un rendez-vous avec moi, ils n'auraient jamais osé demander une augmentation de salaire à moi plutôt qu'à mon époux. Et petit à petit, les choses se sont faites. Chacun a trouvé sa place. Et puis je crois qu'ils finissaient finalement par apprécier le côté féminin pour pouvoir aborder certains sujets plutôt qu'avec un homme. Et donc moi, ça a vraiment été une super expérience. J'ai adoré travailler dans le bâtiment. Vraiment, c'était intéressant, c'était formateur. Voilà, j'ai vraiment, à aucun moment, je me suis posé la question qu'est-ce que je fais là au milieu de tous ces hommes, pourquoi non, pas du tout. Non, pour moi, c'était... Et d'ailleurs, maintenant, la promotion immobilière, qui est aussi un petit peu masculine, peut-être moins, mais quand bien même, hein, que ce soit les entreprises avec lesquelles on travaille, les marchés qu'on signe avec les entrepreneurs, pour la plupart, ce sont des hommes. Voilà, les clients, on vend des cellules professionnelles, donc on a affaire à beaucoup d'artisans, plutôt masculins aussi. Pour l'instant, je n'ai pas encore vendu de cellules à une femme. Ça viendra peut-être. Mais, donc voilà, j'évolue toujours dans ce milieu masculin. Et franchement, c'est un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut, comme vous l'avez dit, on peut voir évoluer les choses petit à petit et on sait que par la mixité, on gagne dans une entreprise en meilleure ambiance, en meilleure collaboration. Voilà, ça c'est des choses qui sont assez connues. Pareil, je vois que vous parliez de sanitaire, que c'était peut-être compliqué de contracter donc, des femmes sur certains postes. On sait aussi dans le cadre de la santé au travail que finalement, ça va permettre aussi à des ouvriers hommes de bénéficier de sanitaire, alors peut-être qu'avant ils n'en bénéficiaient pas sur un chantier. Ça c'est des choses qui peuvent c'est vrai aussi. Ça a permis d'améliorer aussi peut-être leur confort de tout un chacun. Oui. Et puis vous dites une femme ne s'est jamais présentée sur un chantier, donc maintenant on sait que on est obligé de féminiser donc par exemple les termes de maçonne, plombière, etc. Donc ça permet, je pense, d'attirer aussi un public féminin. Alors, il n'y a pas que les stéréotypes genrés dans le monde du travail. Il y a beaucoup d'autres discriminations. Donc, je me tourne vers Elia Claude de Citélab qui va pouvoir peut-être nous décrire un petit peu plus ses missions au sein de la BGE et puis voir contre quels freins et quels stéréotypes vous arrivez à lutter, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Merci beaucoup. Alors moi je vais me lever parce que c'est plus dynamique comme ça et puis je vous vois mieux. Donc moi c'est Elia Claude, donc je suis chef de projet Citélab sur le pays de Vannes et Auray. Et donc je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises pour les habitants et les habitantes des quartiers prioritaires, donc à Vannes, Carcado et Ménimur, et à Auray, un petit quartier de 1500 habitants qui regroupe le Gumnen, Parco-Pointerre, Gouaner et Bel-Air, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, effectivement, on parle souvent des discriminations liées au genre et de toute façon dans la création d'entreprises, c'est le cas, on a moins de femmes qui entreprennent et on a des discriminations du fait de la posture finalement aussi entrepreneuriale qui est peut-être plus compliquée à prendre quand on est une femme. Et après sur nos missions en particulier, nous on va avoir on va cumuler les stéréotypes ancrés. Donc quand on est une femme, une jeune femme de couleur, habitante de Carcado ou de Ménimur, pour autant quand on est une femme on doit prouver 2 fois plus, quand on est une jeune femme habitante de quartier de couleur, on doit prouver peut-être 5 fois plus, quoi. Donc par rapport à ses interlocuteurs. Moi, ce que je voulais vous passer comme message peut-être, c'est de se dire que en fait c'est un combat, l'égalité entre les hommes et les femmes et d'une manière générale la lutte contre les stéréotypes. Et aujourd'hui, c'est quand même incroyable parce qu'on en est encore loin du compte. On n'arrive pas à lutter contre ces choses-là et je pense que la clé finalement, c'est d'essayer d'appréhender ces sujets avec beaucoup d'humilité et de se dire qu'en fait, moi, Elia Claude, j'en ai des stéréotypes ancrés.
forcément. Et que du coup, par exemple, quand j'ai pris mon poste, je vais redire l'anecdote, mais parce que je l'aime bien celle-là, quand j'étais petite déjà, et qu'on me disait que je jouais au basket, et qu'on me disait tu joues comme un mec, je trouvais que c'était un formidable compliment. Alors qu'en fait, non. Je joue comme moi, Elia Claude, et je joue bien, mais je joue pas comme un mec. et quand j'ai pris mon poste de chef de projet il y a 3 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'en avais 27 à l'époque. J'étais encore peut-être un bébé sur le marché du travail. Et puis mon collègue masculin, il était chef de projet CityLab Lorient. Et puis il m'a dit, vas-y, fais ta signature de mail. Et moi, je me suis dit, je vais pas mettre chef de projet CityLab. Non, moi, je vais mettre chargé de mission ou chargé de projet, mais je vais pas mettre chef. Syndrome de l'imposteur, en fait. C'est aussi parce qu'on a été éduqués en ayant des stéréotypes ancrés. Ils sont là et en fait, il faut qu'on arrive à lutter au quotidien. Et c'est vrai que sur mon poste, par exemple, des fois, je fais des flyers, des outils de communication. Et puis, je regarde Nora qui me dit « Ah Elia, t'as oublié, ton flyer, il est genré. » Elle est garante de voir si... donc, c'est l'État qui me dit en fait, le flyer est genré. Et en fait, même moi, j'arrive à me retrouver à des situations où en fait, j'ai fait un flyer genré. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc, c'est aussi ça. C'est une prise de conscience de chacune, de nous. Qu'est-ce qui nous a construit? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on reproduit aussi certains stéréotypes et je pense qu'on est là aussi pour ça, nous, les acteurs de l'accompagnement, et notamment sur les quartiers. Parce que quand on a des femmes qui viennent nous voir, qui ont un projet de création d'entreprise, qui sont pour la plupart du temps dans la précarité sur les quartiers prioritaires de la ville. On a un gros manque de confiance en soi qui est général, mais je pense que d'une manière générale, on a tous un manque de confiance en nous et qu'on a besoin d'être rassurés. Et moi, c'est ce que j'essaye de créer comme espace en fait, de sécurité en leur proposant une écoute bienveillante, du respect, de pouvoir accueillir tout ce qu'elles ont envie de me dire sans jugement, de pas forcément être confrontées tout de suite à des questions qui peuvent être compliquées, d'accueillir le projet avec la femme telle qu'elle est, son environnement familial, est-ce qu'elle a des enfants, comment elle veut entreprendre, etc. Et ça c'est tout ce qu'on peut faire en fait, j'ai l'impression, pour essayer de lutter contre ces stéréotypes, mais qui sont bien présents. Et je voulais vous donner juste une petite anecdote. C'est que ma tante a repris l'exploitation et est agricultrice. Et quand les clients arrivent chez elle ou les partenaires arrivent chez elle, ils demandent systématiquement « Il est où le patron ?» Et donc, je trouvais ça intéressant de vous le transmettre. Et pareil, sur les métiers, c'est vrai que sur les réflexions des métiers, c'est le cas aussi. Sur des métiers du bâtiment, j'ai une amie qui est menuisière. Régulièrement, on lui dit « Ah, il y a une menuisière. » C'est un petit peu lourd. Faisons-en aussi quelque chose, un combat, en essayant de lutter contre ces stéréotypes, mais aussi il faut qu'on puisse accueillir. Ok, d'accord, des fois c'est super de pouvoir s'intégrer dans des milieux masculins, mais il faut pouvoir aussi accueillir le fait que des fois on en a marre aussi d'avoir des réflexions et de devoir tout le temps prouver 2 fois plus et de pouvoir en parler, Et qu'il y a des discriminations qui sont là et qu'elles sont là, vraiment là, et qu'il faut arrêter de dire qu'elles n'existent pas forcément. Et pour finir sur une note un petit peu positive, moi ce que je trouve intéressant aussi dans les dynamiques un petit peu plus féminines, c'est ce qu'on constate, c'est que en fait les femmes, notamment du bâtiment, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un groupement femmes du bâtiment. Les femmes agricultrices, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent un groupement femmes agricultrices pour se donner des coups de main sur la mécanique, parce qu'à chaque fois qu'elles vont voir un mécanicien pour réparer leur tracteur, on les prend pour des idiotes, et elles se disent nous on va faire des choses ensemble, on va construire ensemble. Et ça c'est une force qu'on a, on a vraiment cette capacité à fédérer et à s'entourer et à s'entraider. Et je pense qu'on peut capitaliser là-dessus pour renforcer nos liens et puis lutter contre ces stéréotypes et puis demain être à égalité vraiment, Voilà, c'était mon petit message.
Merci beaucoup, Elia. Ça me fait penser à beaucoup de choses, tout ce que vous avez dit. Et puis notamment, une chose qui m'a amusée dernièrement, mais il n'y avait pas lieu de s'amuser tellement, mais c'est le planning familial vers Questembert, une association qui existe déjà depuis 3 ans, qui proposait, dans le cadre du 25 novembre, donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui proposait un stage ou une initiation tronçonneuse. Donc c'est vrai que, voilà, à première vue, ça interpelle, mais finalement, pourquoi pas ? Et sur ce que tu dis également sur les groupes de femmes, bon, bah, ça rejoint d'autres ateliers qui ont été donnés et puis des choses qui ont été dites aussi depuis le début, que effectivement en se rassemblant, ça permet d'échanger et voilà, d'être plus forte quelque part et puis de pouvoir vaincre certains stéréotypes. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire, vous, Anne, notre chère marraine, par rapport à ce sujet ? Alors moi j'ai écouté... Puisque vous avez évolué dans un monde d'hommes également. Beaucoup. Alors Sandrine, tu disais que quand tu étais dans ton entreprise de travaux publics, au début, tu étais la seule femme, mais que petit à petit, les hommes sont venus vers toi. Parce que je pense qu'il y a un truc qui est... tu mets une femme quelque part dans un groupe d'hommes, déjà, c'est souvent, hein, ils font moins les gros bras, ils sortent moins d'insanité, ils se polissent un peu et ils se rendent compte que ça apporte plutôt de la bienveillance et une bonne écoute, etc. Et que avoir une femme dans un groupe, ça peut faire un lien plutôt que... Et faire se rapprocher les gens. Et puis, le fait d'échanger avec une femme, effectivement, ça peut, dans le cadre du boulot, calmer des esprits qui peuvent être échauffés par tel ou tel... peu importe, un problème familial, etc., etc. Le fait d'avoir une femme, maman, c'est un peu la figure maternelle, mine de rien. Hein. Mais ça marche. Ça ne veut pas dire que Sandrine ou quelque autre femme qui se trouve dans cette situation doit faire la maman. C'est pas du tout ça, mais je trouve que c'est vachement un plus d'avoir des femmes dans des groupes. À condition, on disait ça ce matin, en début d'après-midi au forum, que qu'on tombe pas sur des femmes sexistes, parce qu'il y en a aussi qui sont capables de se tirer dans les pattes. Non, mais moi, je trouvais que ton intervention était vachement... c'est des trucs que moi, j'ai constaté en équipage sur les bateaux. Je me suis souvent trouvée avec la seule femme, avec des garçons. Et c'est un truc tu te rends compte que... Bon, les vannes entre mecs, ça vole bas. Hein, et ça vole en escadrille aussi. Mais une nana à bord, ça calme le jeu, quand ça... Oh les gars, je suis là. Oh pardon. Voilà. Bon, ça c'était une petite réflexion. Il y avait aussi pour les stéréotypes de genre les femmes. Nous, on a des stéréotypes en tête et qu'il faut qu'on lutte contre ces stéréotypes. Mais c'est pas qu'à nous de le faire, c'est aux mecs aussi, aux garçons, pardon, aux hommes. Il faut qu'on se mette tous au boulot si on veut avancer, parce que s'il n'y a que les filles qui bossent pour modifier leur vision qu'elles ont du monde, ça ne va pas le faire, parce que de toute façon, le monde, c'est 50-50, hein, grosso modo, et on ne peut pas faire les uns sans les autres. Donc, on a intérêt à bien s'entendre et puis à essayer d'évoluer ensemble sur il me semble, sur ces sujets-là. Et puis, parler des groupements de femmes... Bah, ça fait belle lurette que les mecs, ils ont créé des groupements d'hommes. Donc pourquoi les nanas ne créeraient pas des groupements de femmes pour s'entraider ? Voilà, des clubs dans tous les des clubs sociaux, des clubs d'entreprise, sur tel club du bâtiment, machin. Les hommes, ils se sont organisés entre eux pour s'entraider, pour se donner des conseils, pour avoir des... Voilà. Et ben, les femmes, c'est normal qu'elles le fassent aussi. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est normal. Et il faut continuer à s'entraider. Les hommes s'entraident entre eux, les femmes s'entraident entre elles. Ce qui serait bien, ça serait qu'on s'entraide de façon mixte. Voilà. Moi, mon expérience de bateau, j'ai jamais vraiment eu de problème. J'ai jamais vraiment senti de problème Ça m'est arrivé une fois
C'était au début quand je commençais à naviguer. C'était sur une régate en rade de Brest. J'étais en train de border le génois, donc de régler le génois au winch, donc qui sert à border, donc à tirer sur la ficelle pour régler la voile. J'avais embraqué, je tenais la manivelle de winch et puis je bordais ma voile. Et là, il y a un des équipiers, le pauvre. Il s'est dit, c'est une pauvre nana, j'irai plus vite qu'elle. Il est arrivé, il a voulu me prendre par-dessus moi, il a voulu me prendre la manivelle. Il s'est pris un coup de coude dans les côtes. Et ça a été à peu près la seule fois où, sur un bateau, j'ai eu des problèmes avec un garçon qui pensait que j'étais une fille. Parce que ce que je disais tout à l'heure au forum, c'est qu'effectivement, il y a un respect. On se respecte vachement entre skippers parce que tu as fait une route du Rhum, tu as fait un Vendée Globe, tu as fait une Jacques Vabre, peu importe, ou une Figaro. On sait tous, fille ou garçon, par où on est passé, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Tu es à l'arrivée, tu es aussi capable que nous de le faire, donc il y a du respect. Par contre, c'est vrai que c'est plus l'entourage. Sur le Vendée Globe, on m'a demandé, les journalistes, sur un Vendée Globe, on peut appeler au téléphone comme par satellite, donc comme à la maison. Donc les journalistes qui m'appelaient, demain c'est Noël, comment ça se passe, comment tu te sens, loin de tes enfants, etc. Est-ce que tu as posé la même question à mes copains ? Parce qu'eux aussi, ils ont des gamins. Voilà, c'est des stéréotypes contre lesquels il faut les renvoyer dans les cordes. Parce que le gars, quand je lui ai dit ça, il a dit « Ah ben ouais, exact ». Parce que c'est vrai. C'est pas parce que tu es un mec que tu aimes moins tes enfants et qu'il te manque moins sous prétexte que... Enfin voilà. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Parce que je pense que les jeunes, ils évoluent un peu, mais il y aura toujours des petits cons. Il y aura toujours... Et puis des petites connes aussi, hein, parce que la bêtise n'est pas exclusivement masculine, heureusement. Il faudrait qu'il y en ait plus, de toute façon. Mais je pense que il faut qu'on s'améliore tous, parce que tu disais que nous, on avait des stéréotypes en tête. On a tous des stéréotypes et qu'il faut essayer, quand on fait quelque chose, quand on dit quelque chose et que... après, merde, il faut réfléchir, il faut penser à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et puis, il y avait une autre chose aussi que quand même, pour élargir un peu juste, c'est une réflexion. Là, on parle de l'égalité homme-femme. Il ne faut pas oublier l'inégalité vis-à-vis des personnes handicapées, hommes ou femmes. Des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, parce que je suis un peu sur le sujet avec mon... Voilà. Donc, les inégalités, elles existent partout. Donc, tu es handicapé femme, tu as encore moins de chances, mais je pense qu'il faut vraiment être ouvert et écouter les gens, que ce soit garçons ou filles, et ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils savent faire. Tu as des compétences. Si toi, tu es une fille, tu as des compétences égales, voire mieux, mais putain, tu as confiance en toi, quoi. Fonce, vas-y. Et puis, ne t'écrase pas. Surtout, ne t'écrase pas. Sous prétexte que tu es une fille, et puis te dire, peut-être qu'il sera meilleur que moi. Non. Tu sais que tu es compétente, tu sais que tu connais le sujet, tu fonces. Et tu donnes un coup de coude s'il faut pour... Non, mais sans blague. Faut pas hésiter. Il faut... Après, on n'a pas... Tout le monde n'a pas le même tempérament, on n'est pas tous... Il y a des personnes qui sont plus effacées, mais même si vous effacez, putain, mais gardez en tête que vous êtes compétente, que vous savez faire, et que gardez votre confiance en vous. Ne vous laissez pas écraser, ou même pas juste diminuer un peu par une réflexion sexiste qui sortira de toute façon parce que vous êtes une femme. Souvent, hein. Donc les réflexions sexistes, enfin, excusez-moi, mais voilà. Mais il faut rentrer dans l'art et puis pas se laisser faire. Voilà. C'est vrai, pour rebondir là-dessus, que le sexisme en plus se cache vraiment sous des formes très très différentes. Et j'ai pu animer un jeu qui s'appelle Sexisme sans façon, qui est diffusé par l'ANACT, et justement qui indique le sexisme qui peut être masqué, hostile, bienveillant, voilà, donc avec sous couvert d'humour, etc., qui diffuse encore des stéréotypes et des images effectivement qui n'ont plus à être. Donc c'est aussi
aussi mettre le doigt sur ces choses-là et les mettre en lumière pour que les personnes s'en rendent compte. Ouais, mais le problème, c'est que quand toi, une femme, tu relèves un truc sexiste, même sous couvert de rigolade et de machin, eh ben, tu vas être traitée de chieuse. Oh, elle est chiante, celle-là. Si c'est un mec qui dit, bon, mon gars, tu te tais parce que... Un peu de respect pour nos collègues ou machin. Là, on va s'écraser. Mais si t'es une nana qui fait une réflexion de ce genre-là, on va te traiter de chieuse. Ça vous est arrivé, je suppose. D'où l'intérêt d'intervenir dès le plus jeune âge. Voilà. Et puis là, comme ça, on forme et on sensibilise des générations qui vont certainement changer au niveau de leur mentalité. Je vois que le temps passe, donc je vais laisser la parole à la salle. Merci beaucoup pour vos témoignages. Est-ce qu'il y a des questions? On a quelqu'un normalement, Marine, qui passe un micro. Je sais pas, il faut venir le chercher là, oui. S'il te plaît, Marine. Ou alors on le fait passer par là. Donc je vous redis, il faut bien parler dans le micro pour la captation vidéo. Merci beaucoup. Bonjour, moi je me permets, c'est pas une question, c'est plus une ouverture de parole. Je rejoins madame parce que c'est dans le bâtiment. Je fais partie comme ça a été dit tout à l'heure, des 10% de femmes qui sont tournées vers l'apprentissage l'année dernière. Et ça me tenait à cœur d'en parler parce que je suis partie en plomberie. Donc aucune femme n'était là avec moi. Et mon plus gros problème pendant ces 1 an d'apprentissage en plomberie, ça n'a jamais été sur les chantiers, ça n'a pas été mon employeur. Ça a été le premier souci, ça a été l'école. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Le premier problème est l'école. C'est-à-dire que je me suis inscrite en CAP, c'était à peu près en mai. Donc ils avaient de mai jusqu'à octobre pour lire et voir qu'il y avait une femme qui était inscrite en plomberie. Je pense qu'ils ne l'ont pas vu ou qu'ils n'ont pas voulu le voir. Et concrètement, j'ai passé ces 1 an à me changer dans une douche qui n'était pas utilisée pour cause de Covid. Donc j'ai passé 1 an à me changer dans un endroit qui sentait toujours les égouts, qui n'était pas entretenu, qui n'a jamais été lavé, alors que les hommes avaient 2 vestiaires à eux tout seuls. J'ai fait la réflexion, on m'a répondu que j'étais toute seule, que c'était déjà bien, j'avais pas besoin d'aller dans les toilettes, j'avais déjà une douche pour moi. Et ça, c'est quand même à l'école. La chose, c'est que moi, j'ai 27 ans, j'ai déjà eu d'autres métiers, donc j'ai le caractère, ça m'a dérangé, mais ça m'a pas touchée. Mais je me mets à la place d'une gamine qui a 16 ans, qui part en apprentissage dans un métier qui est déjà dur pour une femme, et qui a comme professeur des gens qui lui disent que c'est normal de se changer dans un endroit qui est sale, qui n'est pas entretenu et qui n'est vraiment pas fait pour se changer. Le verrou, concrètement, pour pouvoir verrouiller mon lieu de stockage de mes objets personnels, je devais prendre un tournevis pour le verrouiller de l'extérieur. Les clés, il n'y avait pas de clés disponibles, il n'y avait pas tout ça. Et ça, c'était dans un lieu public, parce qu'en fait, c'est vraiment le CAP, c'est quelque chose... je ne sais pas qui fait entre le gouvernement ou la région, ou je ne sais pas comment ça se fonctionne, mais ce n'était pas un organisme privé. Et je pense que c'est déjà là le gros souci. Pareil, les vêtements, on vous fournit des vêtements. Donc pour moi, on me fournit des vêtements à ma taille et à ma corpulence. Je ne suis pas une femme filiforme, et même une femme filiforme, on n'a pas les mêmes formes qu'un homme. Et on m'a fourni des pantalons d'homme que je n'ai jamais pu porter, que j'ai dû payer mes propres pantalons. On m'a jamais fourni des chaussures de femmes qui existent, des chaussures de sécurité pour femmes, ça existe. On m'en a jamais fourni. Je me suis retrouvée avec des godillots énormes et concrètement pendant un temps je marchais en basket sur un chantier parce que j'avais pas autre chose, ce qui est extrêmement dangereux. Donc je pense que déjà ce problème-là doit être vu à l'école parce que c'est pas normal qu'à 16 ans, une gamine qui veuille faire ces métiers-là et qui a le caractère pour partir là-dedans soit déjà bloquée en termes d'éducation et en termes de logistique à l'école. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont... Oui, si, je vous donne la parole tout de suite, juste pour dire qu'il y a des actions effectivement qui sont menées dans le cadre de l'éducation nationale et au niveau de l'État pour avancer sur ces sujets-là, former les professeurs, les sensibiliser. Il y a notamment une convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes dans le système éducatif qui est actuellement en cours de déclinaison justement sur les différents territoires.
Et ça fait partie des priorités de former sur ces différents sujets. Mais voilà, le chemin est encore long, mais on s'y attelle. Oui, non, oui, effectivement, vous l'avez dit. Je pense que vous parlez d'un CFA, d'un centre de formation d'apprentis, c'est ça? Bon, c'est navrant d'entendre ça. C'est fort dommage. J'en suis surprise même parce que justement pour avoir eu des apprentis, on en a formé pendant 27 ans à raison de 2 par an. Donc 2 en première année, 2 en deuxième année. Voilà. Donc on en avait 4 chaque année. Et Dieu sait si justement les CFA venaient, les professeurs les passaient, les accompagnateurs sur le chantier, voir si justement nos apprentis travaillaient dans un confort suffisant, voilà, si on s'occupait bien d'eux, si on faisait ce qu'il fallait et on fournissait bien sûr vêtements, chaussures, etc. Alors une fois encore, nous on n'a pas eu d'apprentis féminins, femmes, mais voilà, c'est vrai qu'ils devraient être les premiers à montrer l'exemple et voilà, on était nous contrôlés là-dessus en permanence pour les apprentis, donc le CFA, lui à l'école doit déjà effectivement faire ce qu'il faut, quoi. On me laisse répondre très rapidement et puis on passe C'est la parole à quelqu'un. C'est vrai que je regardais par exemple mes collègues femmes qui étaient dans le bâtiment, mais dans par exemple la peinture. Et même le carrelage, elles avaient tout ce qu'il fallait pour elles, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que je pense qu'on est encore axé sur certains métiers du bâtiment ouverts aux femmes et c'est pas encore tout ouvert. Parce qu'effectivement, les personnes qui étaient en peinture, il n'y avait aucun souci. C'est vraiment certains axes qui sont encore à travailler dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ou témoignages? Merci en tout cas pour ce témoignage. Allez-y. Oui, bonjour. Moi, je m'interroge, vous aviez parlé un peu tout à l'heure d'écriture inclusive et voilà, du fait de féminiser les métiers et tout, je trouve ça super. Moi, je m'interroge sur justement le nom de cet événement, en fait, puisque tout entrepreneur, pourquoi entrepreneur, pourquoi pas entrepreneuse, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, voilà, à votre échelle et avec vos compétences? Merci, très bonne question. Ça a fait l'objet d'un débat au sein de l'équipe organisatrice. Voilà, et puis ce terme-là a été choisi puisque je pense qu'il est assez répandu, il est parlant pour certaines personnes. Moi, ça ne me gênait pas qu'on dise entrepreneuse, j'ai pas de problème avec ça. Et puis finalement, en l'entendant juste sans le voir écrit, je trouvais que ça faisait comme un petit jeu de mots avec le fait on entend comme si c'était entrepreneur, mais en fait c'est entrepreneur. Je me suis dit ok, peut-être que là ça peut avoir du sens, mais voilà, c'est vrai que la question est une très bonne question. Je laisse les autres personnes répondre si vous voulez. Je me permets de vous répondre du coup. Moi, je m'interroge parce que dans le cadre de mes études, je fais un master en études sur le genre, donc d'où ma présence ici et mon stage à entreprendre au féminin. Et entrepreneur, c'est un choix de beaucoup d'acteurs de l'accompagnement et plein d'autres. Mais alors personnellement, c'est pas un choix que je soutiens pour plein de raisons. Parce qu'effectivement, entrepreneur, il y a le jeu de mots, mais en fait, il n'y a pas la visibilisation justement à l'oral. Et au contraire, historiquement, en fait, dans l'écriture des métiers, on le féminise en disant entrepreneuse. Voilà, c'est tout. Et le jour où l'Académie française a dit non, la féminisation avec le « comme ça, on annule, c'était tout simplement pour que les femmes n'aient pas accès à ces métiers-là. Donc ça a un sens aussi historique et c'est pour ça que je m'interrogeais sur ce choix. Mais voilà, je suis ravie d'entendre votre réponse parce que ça m'éclaire depuis le début de la journée. Je me posais un peu la question. Vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres questions ? Profitez-en parce qu'on n'a pas tous les jours des personnes qui viennent témoigner de leur expérience. Et il nous reste encore un peu de temps. Peut-être vous voulez témoigner vous-même si vous êtes footballeuse, réparatrice de vélo, pour celles que je connais. Oui, allez-y. Moi, je vais parler de ma fille parce qu'elle est peintre en bâtiment.
Et donc, je reviens un petit peu sur ce que a dit Madame, que en fait, elle a quand même eu ces expériences justement des sanitaires qui n'étaient pas disponibles donc pour elle, et elle était obligée donc de se rendre dans un lieu public, donc c'est-à-dire un bar ou autre lieu public pour pouvoir faire ce qu'elle avait à faire en fait. Et donc ça c'est vraiment très déplorable, hein. Et même pour se changer, etc. Il n'y avait pas non plus les endroits nécessaires, et donc des fois elle pouvait pas se changer, et donc elle rentrait avec ses affaires qui étaient sales et ne se sentait pas forcément très bien dans sa peau, quoi. Et donc, par contre, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là, même vis-à-vis de ses collègues. Et donc, maintenant, elle préfère rester sur les chantiers parce qu'elle aurait la possibilité de travailler dans les bureaux puisqu'elle a son BTS. Mais en fait, vu que tout ça a quand même évolué, elle préfère pour l'instant rester sur les chantiers, et peut-être qu'après elle travaillera dans les bureaux, mais ça évolue quand même petit à petit, doucement, mais sûrement, je vais dire. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Merci, vous voulez répondre ? Oui, je veux bien répondre parce qu'évidemment, je ne suis pas responsable du CFA ni de l'entreprise que vous évoquez, mais à la ville de Vannes, ça a été une des premières questions, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait certains domaines où il y avait des femmes qui se présentaient, qui avaient les compétences, etc., mais qu'il n'y avait pas, tout simplement, effectivement, les sanitaires, les vestiaires. Et du coup, finalement, on ne les prenait pas. Alors en fait, on a dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut construire effectivement les sanitaires, les vestiaires qui vont bien. Et donc, il y a un certain nombre de services, par exemple, au CTM, le Centre technique municipal, et puis au service des espaces verts, où les femmes, du coup, en fait, elles sont au contraire maintenant royalement logées, si je puis dire, enfin traitées, disons, parce que comme il y a toujours une majorité d'hommes, et il y a autant de vestiaires, mais du coup, elles ont plus de place parce qu'elles sont moins nombreuses à utiliser les mêmes vestiaires. Mais effectivement, ça fait partie des actions qu'on a faites, c'était de rendre effectivement leur embauche possible, tout simplement par des choses aussi simples que ça, quoi. Donc ça passe pas forcément toujours par des très grandes décisions, ça peut être des choses assez simples, mais qui peuvent grandement changer la vie de tout un chacun. Il y a juste une petite chose aussi que je voudrais rajouter, Maëlle, si je peux. Par rapport à ce que disait Sandrine tout à l'heure sur les métiers du bâtiment, vous connaissiez, si vous habitez Vannes, la chapelle Saint-Yves, que la ville de Vannes a rénové tout récemment. Et à la chapelle Saint-Yves, ça a été un chantier assez extraordinaire qui a nécessité de faire appel à des compagnons et des compagnonnes. Donc, vous savez, les compagnons, c'est des métiers qui sont hérités des bâtisseurs de cathédrales, donc ça remonte un petit peu. Et voilà. Et donc, il y avait entre autres des jeunes femmes qui étaient des tailleuses de pierre, et qui nous expliquaient que en fait maintenant, avec certains moyens de levage, des choses comme ça, elles n'avaient pas forcément besoin d'avoir la force physique qui pouvait être nécessaire à une époque, et qu'elles elles s'éclataient dans leur métier. Et puis je me souviens d'une, parce que comme j'avais le chantier en charge, j'avais été voir plusieurs reprises de chantier, et ça l'avait même presque agacée quand je lui avais posé la question, parce que justement j'avais posé la question un peu bête peut-être, mais comment ça se passe pour vous et tout. Et elle trouvait que c'était une non-question, quoi. Enfin, pour elle, c'était quelque chose d'évident. Elle aimait ça, et c'était son métier, et terminé, quoi. Et c'est vrai que dans les compagnons et les compagnonnes qu'il y avait sur ce chantier, entre les verriers, donc qui font les vitraux, les charpentiers pour la charpente, donc les maçons et les tailleuses de pierre et tout ça, il y avait une alors mixité totale, je dirais pas, mais il y avait vraiment une grande proportion de filles. Et bon, les compagnons, c'est l'excellence en la matière, et c'était vraiment, ça faisait plaisir à voir, quoi. Merci Hortense Lepape. C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, on le voit notamment par rapport à la santé au travail, mais j'avais vu aussi une émission sur la sécurité routière où on voit que les équipements sont adaptés à une morphologie type masculine, comme on pourrait dire les caisses des supermarchés, enfin voilà, des choses qu'on a besoin de fabriquer comme ça en série, mais ça va être les fauteuils des voitures, des choses comme ça qui font que finalement on n'est pas protégé de la même manière si on est une femme et qu'on a un accident, parce que c'est pas forcément adapté à notre morphologie.
morphologie. Et pareil, dans le milieu du travail, voilà, on en vient petit à petit à adapter les outils, mais comme vous le disiez, voilà, c'est pas forcément, la force physique n'est pas forcément un frein. Il suffit peut-être d'adapter les outils à une morphologie différente. Voilà. Juste intervenir sur l'adaptation. On dit les hommes, ils sont plus forts, mais les hommes, ils se cassent pareil. Donc, ils sont très contents d'avoir des outils, de nouveaux outils qui leur permettent d'alléger la charge de travail. Comme on le disait, finalement, les évolutions qui sont permises par le public féminin profitent à tout le monde. Et je pense que c'est une belle conclusion pour cet atelier. Merci beaucoup. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont intervenues. Et Nora, ma chère collègue. Voilà. Nora, il faut que tu parles dans le micro, s'il te plaît. Il arrive tout de suite. Oui, je disais, j'entendais effectivement des choses par rapport aux équipements de travail et donc aux droits aussi que les femmes, en tant que salariées ou en tant que jeunes apprentis, ont également. Enfin, ne pas hésiter, parce que voilà, on représente aussi ce service-là. Et je suis accompagnée d'ailleurs d'une collègue qui est inspectrice du travail. Mais voilà, on a toutes, qu'on soit homme ou femme, de toute façon, des droits. Et donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. On est un service public de l'emploi et donc on a un service notamment renseignement, droit du travail. On a des collègues hommes, femmes d'ailleurs, inspecteurs et inspectrices du travail qui peuvent être en mesure de vous entendre, d'entendre des problématiques et puis de rappeler là aussi aux entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles ont des obligations vis-à-vis de leurs salariés, des obligations vis-à-vis de la santé au travail, vis-à-vis des conditions de travail de manière globale. Et donc c'est la possibilité d'être écouté, d'avoir peut-être des appuis et puis notamment pour les entreprises, celles qui se sont engagées, comme cela a été rappelé en début d'après-midi, qui ont des accords d'entreprise, c'est la possibilité de leur rappeler aussi à leurs bonnes obligations et donc à faire en sorte que voilà, toutes les conditions soient aussi offertes au public féminin en entreprise. Donc ne pas hésiter à aller prendre des informations gratuites auprès de nos collègues du service renseignement droit du travail. Voilà, service public encore aujourd'hui. Merci Nora. Oui, c'est très important de le rappeler. Merci beaucoup. Du coup j'ai oublié ce que je voulais rajouter. Vas-y Lucie. Ouais, je vais juste compléter, apporter un témoignage sur le monde du sport. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans la journée, je suis arrivée tout à l'heure, mais moi j'ai fait beaucoup de foot depuis que je suis petite, donc ça remonte aux années 90. À l'époque, le foot était encore très peu féminisé. Et moi, les remarques que j'avais sur le terrain, c'était que je me débrouillais plutôt bien, mais donc en tant que fille, j'étais plutôt considérée comme un garçon manqué. Ça, c'est une remarque que j'ai eue pendant des années. Et en fait, je me rendais compte aussi que j'avais pas besoin de faire mes preuves plus que ça parce que j'avais quand même un niveau, on va dire, acceptable et équivalent en garçon. Mais sinon, j'aurais été confrontée à des moqueries ou alors à être choisie parmi les dernières quand on fait des équipes, etc. Donc ça, c'est des choses qui évoluent et maintenant le foot s'est largement féminisé. La Coupe du Monde en France a aussi amené une médiatisation forte de sport. Il y a de plus en plus de filles qui en font. Mais je pense que les stéréotypes continuent toujours. Et un autre témoignage, ça concerne là, les équipements. On en revient à la morphologie. En fait, quand on veut s'acheter des crampons vissés pour faire du foot et qu'on a des pieds de femmes, on est limite, on doit s'en excuser auprès des équipementiers parce que soit on a des petits pieds comme moi et on peut aller chez les enfants, soit les femmes qui ont des pieds plus grands vont chez les hommes. Mais il n'y a pas de crampons vissés, donc pour des filles qui en font quand même régulièrement, adaptés à la morphologie féminine. Et ça, moi, ça me... Enfin, à chaque fois que je vais dans un magasin et que je pose la question, qu'on me dit non, on sent que la demande augmente, mais les équipementiers ne sont pas encore alignés, ça me fait halluciner, quoi. Voilà. Et une dernière chose, ça concerne cette fois le foot gaélique. On a des équipes féminines maintenant et on joue sur des terrains plus petits que les garçons et avec des ballons plus petits. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'ils ont considéré que c'était plus adapté à notre morphologie, qu'on n'était pas capable. Ouais, voilà. Tout est plus petit, quoi. Mais au final, souvent, on se retrouve sur des terrains avec des conditions de jeu bien plus pourries, où c'est davantage de la boue, c'est moins entretenu. Et en plus, comme ce ne sont pas les vrais buts de foot gaélique, donc des poteaux de foot, des cages de foot sur des poteaux de rugby, on nous installe des pauvres cages avec du plastique et des poteaux sur à peine 2 mètres. Et au final, on joue dans des conditions dégradées, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait remonter là, à la Fédé de foot gallique en disant que c'était pas nécessaire et qu'on pouvait jouer sur des terrains normaux, qu'on était capable de courir 10 mètres de plus comme les garçons, quoi. Donc voilà, j'ai plein de choses aussi à rajouter, on pourrait en dire des tonnes, mais voilà. Les choses avancent, mais je trouve que c'est hyper lent, quoi, globalement.